Gérard Pont est producteur de télévision et de festivals, avec notamment les Francopholies de La Rochelle. Une passion pour la musique qui se concrétise dès la fin des années 70 avec Elixir, un Woodstock à la française organisé dans sa Bretagne natale. Ce mois-ci, Gérard Pont passe par la Grande Plage. Bonjour Benoît, bonjour Gérard. Bonjour. Pour te présenter Gérard, tu es né à Brest. Quel est l'attachement et le besoin de revenir sur les terres natales ? Déjà, on se dit tu parce qu'en breton, il n'y a pas de vous et que je parle breton. Donc, c'est déjà un attachement fort. On n'est pas si nombreux aujourd'hui à parler breton. Enfin, c'est pas une langue que je pratique, mais c'est ma langue maternelle, en fait. Donc, déjà, c'est un attachement important, l'attachement à la langue. Après, je crois que quand on est venu une fois en Bretagne, on y revient. Et quand on est né, voilà, on a des racines, on est tous un peu chauvins, on est tous, et puis plus le temps passe, plus je m'aperçois à quel point c'est un pays accueillant, riche en spectacles, riche en découvertes. Enfin, j'ai toujours du plaisir à y venir, et puis je trouve que les gens sont... Plus je viens, plus je rencontre des gens. Et puis il se trouve que, en plus, maintenant, les gens viennent de plus en plus aussi à s'installer en Bretagne. Donc, non, j'aime retrouver mes amis, j'aime la manière de vivre, j'aime la simplicité. Je dis toujours que le mot plouc vient d'ici, et je suis très fier d'être plouc, quoi. Et dans ces terres natales, les premiers spectacles que tu as vus à l'âge de 8-9 ans ? Oui, c'est qu'en fait, c'était à Plouvien, donc ça commence bien par Plou, c'était la fête du Raden, et je sais pas, dans ma famille, on n'avait personne ne faisait du spectacle. Je sais pas pourquoi, moi j'avais cette attirance. Avec mes Legos, je faisais des scènes de concert. Dans mon grenier, j'organisais un spectacle chaque jeudi pour mes voisins. Donc je sais pas d'où vient cette passion, mais en tout cas, c'est vrai qu'à 8-9 ans, je suis allé à Plouvien, la fête du Raden, ce qui veut dire la fête des fougères. Et la scène, c'était une remorque de tracteur, complètement couverte de fougères, comme son nom l'indique. Et j'y ai vu les Compagnons de la chanson, j'y ai vu Sardou, j'y ai vu France Gall, Jacques Martin, Annie Cordy, voilà, Gérard Palapra, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai vu plein de... Et c'est vrai que je sais pas si c'est là qu'est née la vraie envie de faire des concerts, mais déjà, quand je regardais la télé en noir et blanc, mon père était maçon, je me disais que ça avait l'air quand même beaucoup plus cool de faire le guignol à la télé que de se lever tous les matins à 6h pour aller hisser du béton, quoi. Tu ressens quoi quand tu vois Sardou, dont j'ai compris en plus qu'il est arrivé en retard exprès, alors qu'il était supposé faire la première partie, mais il préférait... avoir la tête d'affiche, tu ressens quoi à ce moment-là ? Je pense que je ressens la même chose que les gamins et les gamines qui vont voir Angèle ou qui vont voir Louane. Enfin, c'était à l'époque, Sardou, c'était la star des gamins et des gamines. On était en pleine période Salut les copains. Évidemment, les Compagnons de la chanson, c'était déjà moins ma came, mais... à vrai dire, j'étais bluffé par les Compagnons de la chanson. C'était un peu comme Arcade Fire, ce qui est une comparaison assez osée, mais c'est vrai que il passait d'un instrument à l'autre, ça bougeait beaucoup. Enfin, bref, j'ai un bon souvenir des Compagnons de la chanson. Et Sardou, voilà, c'était l'idole du moment. Il chantait tous ses premiers tubes, donc. Je pense que quand on a 8-9 ans, on est très content de voir des vedettes en plus dans un champ de patates à Plouvien, quoi. Donc je pense que ça rejoignait. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais réussi à convaincre ma mère de me prendre un billet. On n'a pas beaucoup d'argent à la maison, de me prendre un billet pour le cirque Pinder qui passait à Brest, et je vais demander à avoir la meilleure place, quoi. C'est-à-dire la place la plus chère dans les loges devant. Donc évidemment, ma mère n'a payé que pour moi parce qu'elle n'a pas les moyens d'en payer 3 places. Et ce qui était la place la plus ridicule, parce que évidemment, je prenais toutes les merdes des chevaux, les machins. Donc je suis allé dans les gradins. Mais voilà, j'avais cette passion je l'explique pas en fait. Je l'explique pas. Dans ma famille, il y a personne qui touche de loin ou de près au spectacle. Voilà, enfin, en tout cas, dans ma famille passée, peut-être qu'aujourd'hui je connais pas tous mes cousins et mes cousines, mais en tout cas à l'époque, je n'avais pas du tout de passerelle. Vers le spectacle, mais ça m'a toujours fasciné. J'allais voir le montage des cirques. Moi, j'aimais beaucoup l'idée les coulisses. Des coulisses. Oui, des coulisses et de monter un village pour
une journée. Tout d'un coup, les camions devenaient des stands. Enfin, tout ça, c'était magnifique, quoi. Et justement, un peu plus tard, t'es adolescent, il y a la Coupe du Monde de cyclo-cross. Oui. Et là, tu fais un truc dingue. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour aller te cacher dans le confessionnal de l'église pour voir journaliste et un peu les coulisses, l'arrière-scène? Je suis parti tout seul. J'ai fait je devais avoir 13 ans. Je fais du stop jusqu'à... Ça s'appelait... en tout cas, c'était à côté du Drennec. Et c'était le championnat du monde de cyclocross. Moi, je m'en foutais du cyclocross, en fait. Mais je voulais absolument être... Dans le carré, c'était pas le carré VIP parce qu'il n'y avait pas de VIP, mais le carré coulisses, il y avait les quarts de la télévision, quoi. Les quarts de RTF étaient là. Il y avait, je crois que c'était Roger Coudert ou je sais plus, c'était non, Robert Chapat, qui était le monsieur cyclisme de France Télévisions. Et moi, je voulais voir tout ça de près. Et donc je me suis fait laisser enfermer dans l'église le matin, je suis allé dans un confessionnal et j'ai attendu, je sais pas, 2-3 heures, que 4 heures, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, à 14 heures, quand j'ai entendu sonner 14 heures, je me suis dit, c'est bon, là, le truc doit être fermé, je suis à l'intérieur, quoi. Et effectivement, je me suis retrouvé... Bon, évidemment, j'étais un gamin, ils allaient rien me dire, mais enfin, je n'avais rien à faire dans ces coulisses de la télévision, et c'était génial, parce que je voyais comment se faisait une émission de télévision en direct depuis Lanarvilly. Voilà, ça s'appelle Lanarvilly, le village. Et je trouve ça génial de voir. Et tu leur parles ou tu te places en observateur discret? Non, je leur parle pas. Tu déambules? Non, je leur parle pas. J'essaie de rentrer dans les cars. J'essaie de faire comme si je suis tout à fait, comme s'ils me voient pas. Personne ne m'a rien dit. En tout cas, c'était génial mais j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu rentrer dans les coulisses. Ça, c'est vrai que c'était un truc. Quand j'allais voir des spectacles à Brest, je me déballais toujours rentrer par... Il y avait déjà l'idée d'en vouloir faire un métier? Non, parce que quand j'ai eu mon bac, je voulais être journaliste et on était allé voir une conseillère d'orientation avec ma maman et qui nous a dit que j'avais aucune chance de toucher à ces métiers parce qu'on ne connaissait personne, qu'il fallait avoir des relations, voilà, donc on avait oublié le métier de journaliste. Alors t'imagines bien le métier de producteur de télévision, je ne savais même pas que ça existait, donc il n'y avait aucune raison que ça puisse m'arriver. Mais du coup, tu fais du marketing. Ouais. La conseillère dit mais allez en classe, enfin en école de commerce parce que avec ça vous pouvez tout faire, ce qui n'était pas faux. Enfin, disons que comme toutes les écoles de commerce, la difficulté c'est de rentrer dedans. Après, c'était quand même du bon temps, quoi. Voilà. Mais j'ai quand même là aussi organisé des concerts avec l'association des élèves de Subdeco. J'ai organisé le premier concert de Dan Arbraz solo, parce qu'il venait de quitter Alan Stivell, et il s'appelait Dan Arbraz Group. Voilà, enfin bon, donc j'ai fait des concerts avec l'association des élèves. Mais j'avais fait des concerts avant, puisque mon premier concert, c'était... j'avais 20 ans, c'était Stéphane Grappelli. Voilà, pas mal. Oui, c'était... Mon premier concert. Ouais. Mais parce que mon prof d'anglais était bassiste de jazz, contrebassiste de jazz, et il avait le contact de Stéphane Grappelli. Voilà, c'est passé comme ça. Et tu vas devenir libraire à Brest. C'est quoi qui te conduit vers ce métier? C'est déjà le goût du partage et du contact humain? Pas du tout. Alors non, je pas du tout. Alors là, en fait, en 77-78, j'avais créé un petit journal qui s'appelait Entracte à Brest, qui était une sorte de Pariscope du pauvre, quoi. Enfin, aujourd'hui, Pariscope, je sais pas si ça existe encore, mais enfin, ouais. En tout cas, c'est une espèce de quinzomadaire gratuit et qui donnait tous les spectacles qui se passaient sur Brest. Et pour ça, il fallait que je finance mon journal avec de la pub. Donc, j'allais voir les magasins, etc. Et venait de s'ouvrir une librairie qui s'appelle Dialogue, qui me prenait à chaque numéro, tous les 15 jours, il me prenait une page de pub. Donc on a fait connaissance avec le patron. Et je sais pas, j'ai dû lui... en tout cas, le séduire, parce que je suis parti en stop à Athènes. Cet été-là, on était 79, j'avais terminé mes études, et je me disais, ouais, à la rentrée, il faudrait que je fasse des CV et tout ça. Finalement, je suis allé en Égypte. À Athènes, j'ai téléphoné à ma mère pour lui dire, t'inquiète pas, je pars en Égypte, d'une cabine téléphonique. Elle m'a dit, mais il faut que tu rappelles ce monsieur. Voilà, j'ai rappelé ce monsieur. C'était Charles Carmarek qui m'a dit, écoute, je vais monter une chaîne de librairie. Est-ce que tu veux être avec moi, quoi? Et je suis rentré à Brest et j'avais un boulot, quoi. C'était quand même génial. C'était génial. En partant en vacances. Voilà, c'est pas mal. Vraiment génial. J'ai pas eu besoin de faire un CV. Mais c'est vrai que la librairie, T'as aimé?
Ouais, c'est génial, c'est génial. Après, je regrette d'avoir fait un tout petit peu trop de temps. Non, c'était génial parce que d'abord, j'ai rencontré énormément d'auteurs, d'écrivains, j'ai rencontré des proches, et oui, beaucoup d'écrivains venaient signer j'ai eu des trucs improbables. J'avais demandé à Simone de Beauvoir de venir signer son bouquin. Elle m'a répondu sur une lettre avec des lignes. Voilà, j'ai une lettre de Simone de Beauvoir. Et alors, pareil, Simone Signoret, qui venait de sortir un bouquin, mais qui m'appelle au téléphone et qui dit « Je suis désolé, je ne vois plus, je ne peux pas me déplacer, mais votre courrier m'a beaucoup touché. » Enfin, d'avoir Simone Signoret au téléphone, c'était quelque chose de... Donc oui, non, j'ai rencontré plein de gens et c'est grâce à la librairie d'ailleurs que je suis là. Non, c'est un lieu de vie. En plus, avec Charles Carmarek, on avait très envie de faire vivre la librairie, donc on faisait des rencontres, des festivals de BD, oui, on était très actifs. Et tu continues à organiser occasionnellement des concerts, des événements pendant à ce moment-là? Ouais. Oui. En fait, on avait créé une association qui s'appelait Arsenic, et moi j'étais vraiment branché chanson française. Ça a toujours été, c'est pas un hasard finalement si je suis au Francophonie. C'est vrai que c'était... J'aimais Yves Simon, j'aimais Lavilliers, voilà, puis je me suis dit, on va les faire venir, et donc on a fait des petits concerts avec des artistes qui n'existent plus, comme Aristide Padigro, il y avait Tuk Tuk Nougat, Jacques Bertin, bref, tout un tas de chansons, de chanteurs de chansons françaises, un peu à texte, quoi, et alors c'est drôle parce que je me souviens, je collais les affiches avec la 4L de mon père, quoi, le matin, entre 4 et 6 heures du matin, dans les rues de Brest et tout ça, et je me souviens quand je collais les affiches d'Yves Simon, j'ai dit putain, cet idiot est en train de dormir dans son lit et moi je colle son visage. Et aujourd'hui je suis ami avec Yves Simon, c'est très marrant la vie, quoi. Jamais j'aurais imaginé être un jour pote avec... voilà. Mais mon premier contact avec Yves Simon, c'est sa gueule sous ma colle. Et un jour, il y a deux compères qui t'appellent, qui sont issus du monde de l'agriculture, des enfants d'agriculteurs, ils sont cousins, je crois, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et qui te mettent au défi de participer avec eux à l'organisation d'un événement musical en Bretagne, parce que la Bretagne est un peu loin de tout, et c'est compliqué d'avoir des artistes de la scène anglaise ou même parisienne, j'imagine, c'est compliqué, il n'y a pas d'événement pour les jeunes. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'avais mon association Arsenic, eux ils avaient leur association Elixir, et on a créé un truc qui s'appelait Cacophonie. Une fois par mois, on se réunissait à la Maison pour tous de Pénard-Créache pour savoir quels étaient les concerts qu'on prévoyait de faire pour éviter qu'il y ait deux concerts le même jour. Bon, c'était assez sympa, c'est ce genre d'initiative. Et j'avais pas particulièrement sympathisé avec eux parce que ils étaient assez... ils parlaient pas beaucoup, mes amis paysans, donc voilà. Et moi, je parlais beaucoup. et un jour, effectivement, ils ont débarqué en disant, voilà, on va faire un festival, est-ce que tu veux faire avec nous? Et j'ai dit oui tout de suite, mais franchement, on était très, très, très opposés, en fait. Moi, j'étais... alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher? J'en sais rien. Alors, ils sont aussi venus me chercher parce que dans leur association, tout le monde avait dit non. Tout le monde avait dit non, mais vous êtes fous, on va pas faire de festival, on va se planter. Donc, ils se retrouvaient tous les deux cousins. Et voilà, après, nous a rejoint le prof de physique et puis 2 ou 3 personnes. Mais au départ, on n'était que tous les 3. Le prof de physique, c'était le directeur technique, c'est ça? Ouais. Et heureusement qu'il était là parce que c'était sans doute... Moi, j'étais doué pour la communication, mais lui était vraiment doué pour la fabrication, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien. Hein. Tu nous expliques ça parce que c'est quand même assez incroyable, l'installation, le temps que ça prenait, comment c'était, En plus, la première édition, c'est vraiment à la campagne. On est à Rivillac. Donc, c'est aussi une chance. Ils sont 2 agriculteurs, Jean-Paul et Pierre. Jean-Paul, son père, travaille à la caisse du Crédit Agricole, qui va nous permettre d'avoir un crédit qui est inimaginable, sinon de donner de l'argent, de prêter de l'argent pour un festival de musique. Il n'y avait pas de festival de musique, hein, donc et donc un copain de Billon qui nous a prêté un champ qui était en pente douce, qui était formidable. On a acheté un hangar, on a mis un plancher au hangar, et c'est devenu une scène. Et puis après, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. On a fait ça en tirant des bords, et à tel point que le premier jour, le mec qui nous louait le groupe électrogène ne voulait pas laisser le groupe si on payait pas. Si on payait pas. Et donc, or à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, les gens n'achetaient pas les billets avant. Donc il fallait attendre le soir. Et donc on n'avait pas d'argent. Et là, il y avait un groupe qui à l'époque était un groupe un peu underground folk qui s'appelait Panra. Et ils étaient 3, ils dormaient dans leur camping-car. Enfin, et le responsable le leader du groupe a dit non, mais moi j'ai de l'argent de la tournée dans le camion.
dans le camping-car, est allé chercher, il sortit des liasses de billets, et on a pu payer le mec du groupe électrogène. Et on l'a remboursé, hein, évidemment, ce gars-là, mais c'était vraiment la débrouille, quoi. Et pour répondre à ta question sur les groupes, il y avait des groupes celtiques qui venaient, parce que il y avait déjà la Brittany Ferry qui faisait des passages entre Roscoff et Plymouth. Il y avait beaucoup de groupes celtiques, mais il n'y a pas de groupes de rock. Il y a pas non, c'était vraiment parce qu'il n'y avait pas de la voie express arrêtée à Rennes, il n'y a pas de TGV. Enfin, donc pour les groupes, il fallait presque 2 jours pour venir à Brest, donc c'était pas financièrement intéressant. Donc ils faisaient Rennes, ils faisaient Nantes. Vraiment, c'était. Alors de temps en temps, on avait un groupe français. Mais non, c'était. Comment vous avez convaincre les Anglais sur cette première édition qui va être plutôt folk, hein, D'ailleurs, les 2 premières ou les 3 premières sont vraiment folk. Les 2 premières sont très folk. En fait, les groupes de folk, ils étaient tous un peu babacool quand même, quoi. Donc eux-mêmes venaient avec leur van. Enfin, donc c'était. Ouais, il y avait ils savaient que ça se passait comme ça. Hein. Aujourd'hui encore, dans le monde folk, c'est un peu plus simple que Billie Eilish, quoi. Donc, il y avait la confiance. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce groupe folk nous a carrément prêté de l'argent. Donc, ils étaient très heureux de venir en France. Ils n'avaient pas encore de marché en France. Et surtout, faut dire qu'à cette époque-là, les agents français, puisqu'il y avait quelques agents français, ils étaient en vacances. Il n'y a pas de festival. Donc eux, quand on demandait aux agents français, est-ce que tu pourrais m'avoir machin ou machin, ils disaient, écoute, pas me faire chier pour un seul concert dans ta Bretagne, au fin fond de la Bretagne. Le nom du festival était tout jeune, Elixir. Ah, mais que personne ne connaissait. D'ailleurs, Elixir, ça vient d'où, en fait? Ouais, c'était l'idée de, enfin, parce que pas moi c'était l'association de Pierre et de Jean-Paul, c'était le côté un peu druide, voilà, comment dire, brocéliande, Huelgoat, voilà, c'était un peu ce côté féerique de la Bretagne, quoi. D'accord. Et du coup, la première édition, vous attendiez à ce qu'elle ait un tel succès? Ça a été phénoménal, en fait. Comment vous avez géré ça? Alors, déjà, on était surpris que le public connaisse ces artistes qui étaient quand même un peu pointus. John Martyn, Richard Linda Thompson, ça c'était des gens très populaires en Angleterre, mais chez nous, pas vraiment. Voilà. Et donc, oui, il y a eu, alors c'était pas non plus Woodstock, hein, mais il y a eu 15 000 personnes qui sont venues. Et ça, c'est vrai que c'était tout à fait inattendu. Alors les gens du village, là, à Irvilla, qui étaient complètement dépassés. Surtout que c'était vraiment l'époque, nous on était, enfin à Londres c'était le punk à ce moment-là, mais nous on était encore période de bacool, quoi. Hein, les filles avaient des robes à fleurs, des patchoulis, des fleurs dans les cheveux, et les garçons avaient ce qui est presque aujourd'hui revenu in, mais voilà, donc on avait les cheveux longs, des barbes. Ils faisaient peur, les jeunes? Non. C'était il faisait pas peur, mais c'était quand même comme des tribus qui arrivaient de je ne sais où, quoi. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'à l'époque, les festivals, on les suivait assis, quoi, dans l'herbe. Aujourd'hui, on imagine pas un festival assis dans l'herbe. Ouais. Voilà, c'était très très cool. Très roots. Très roots. Ah oui, ça c'était roots. Les toilettes, c'était pas toilettes très comment dire contemporaines, quoi. C'était et beaucoup de festivaliers alcoolisés. On a quelques souvenirs. qui se trompaient de camping, puisque j'ai compris que la condition c'était un camping pour les femmes et un camping pour les hommes. Ah, c'était le maire d'Irvilla qui avait effectivement exigé qu'il y ait un camping pour garçons et un camping pour filles. Alors évidemment, on l'a signalisé, mais je crois qu'il y a... C'est l'alcool, oui, c'est pas autre chose. Ça n'a pas été très respecté, quoi. Et rapidement... le folk va un petit peu s'éclipser pour être sur une programmation. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les années 80 arrivent, et je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir connu l'arrivée des années 80, mais c'était curieux. On attendait les années 80. D'ailleurs, Jonas avait fait les années 80 commencent. C'était des années neuves. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait un côté moderne aux années 80, et entre-temps, le punk anglais s'était épuisé, est arrivée la New Wave, quoi. Et la New Wave, elle a fini par arriver en France aussi, parce que on appelait, la une de Actuel, qui était un magazine très très branché à l'époque, la une de Actuel, c'était les jeunes gens modernes, quoi. Les jeunes gens modernes aiment leur maman. C'était Marquis de Sade.
avec leur maman. Et en une, les jeunes gens modernes aiment leur maman. 1er janvier 80. Le monde a changé. Il y a Bernard Tapie. Enfin, on veut tous être des winners. On veut tous être. D'un coup, moi qui avais fait une école de commerce et qui était considéré vraiment comme réactionnaire, tout d'un coup, tout le monde veut faire d'école de commerce. Enfin, c'est tout le monde veut faire du business. Et la musique va de pair. Enfin, c'est vrai que les chanteurs ont des costumes, des cheveux courts, des cravates. Et d'ailleurs, Marquis de Sade ne chante pas l'Angleterre, mais chante l'Allemagne. Alors aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, certainement ça serait plus possible, mais ça ne posait aucun problème d'avoir des chanteurs avec des gabardines et des c'était curieux. Et donc voilà, et donc l'Élixir, bah oui, on a commencé à... Il y a eu une période intermédiaire, on a commencé à faire venir des stars comme Murray ou Donovan, qui étaient vraiment des stars à l'époque, mais un peu de rock. Je me souviens, on avait fait venir le groupe de Paul Person, on avait... Voilà, mais c'est surtout en 81 que ça devient vraiment très rock, avec New Wave, quoi. Et ça grossit tout en étant toujours une certaine forme de débrouille. J'ai pu comprendre que vous aviez quand même un fer de lance du blues qui est venu et vous êtes allé le chercher en mobilette. Oui, mais ça, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je m'en souviens plus. C'est énorme. Je pense qu'on a dû le chercher quelque part dans une gare. Enfin, voilà, non, mais c'est vrai on dormait dans des tentes, nous, dans le backstage, on n'avait pas d'hôtel, et donc... Et on n'était pas payé, on était amateurs, donc c'était quand même, on pouvait pas exiger grand chose de grand monde, mais ça roulait, quoi. Et lui, enfin, je contextualise, c'est quand même quelqu'un qui en 69 faisait la première partie des Rolling Stones. Ouais. C'est pas n'importe qui. Il monte sur la mobilette, il y a pas de, enfin, C'était une moto, mais voilà, c'était, je pense que c'est peut-être que lui qui avait exigé une moto, hein, c'est possible, j'en sais rien, mais non, ce dont on se souvient, c'était 81, c'est que il y avait Country Joe McDonald qui avait été un des héros de Woodstock, qui était là au festival, il était avec ses 2 enfants. Il devait être séparé, à mon avis, de sa femme. Et il voyageait avec une valise et son trombone et une guitare. Donc très, très léger. Ses enfants devaient avoir 12 et 10 ans. Et après, le lendemain, il devait prendre un avion pour aller en Allemagne chanter. Et moi, je suis allé le chercher à 7h du matin à son hôtel à Quimper, puisque là, c'était une édition qui se passait à Plomodierne, donc les artistes dormaient à Quimper ou à Brest. Et on a pris la route pour Brest. Et du côté de Lugana-Daoulas, on est tombé en panne d'essence avec lui, ses enfants. Enfin, la catastrophe, quoi. Je n'avais pas vérifié l'essence. Enfin, c'est encore ce que je fais, hein, mais et donc là, j'ai fait du stop. Et une charmante personne s'est arrêtée. J'ai mis Country Joe McDonald et ses 2 enfants dans la voiture. Voilà, c'est improbable. Alors je pense qu'il est rentré aux États-Unis, hein, mais... Est-ce que Gérard, t'es pas un peu nostalgique de cette époque où on pouvait encore faire des choses comme ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, on ferait ça à un artiste. Je pense que ça passerait pas. Non, je suis... C'est pas le mot nostalgique, non, parce que en fait, c'est très curieux. En fait, je vis cette période-là beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, quand t'es dans l'action, tu ne la vis pas, en fait. Non, je suis nostalgique enfin, en tout cas, j'aimerais bien aujourd'hui faire des petites choses, quoi. C'est-à-dire que les festivals deviennent toutes des grosses machines. Et les grosses machines, c'est formidable, hein, c'est super, c'est des milliers de gens qui communiquent entre eux, qui ont des émotions ensemble, on pleure, on rit, c'est super, mais compte tenu de toutes les règles, etc., ça devient des machines. Et en tant qu'organisateur, j'ai moins de plaisir. Moi, j'aime bien avoir du plaisir à organiser, mais aussi à écouter, quoi. Et là, ça devient des machines telles que il faut être partout sauf devant un concert. Et ça, moi, je rêve de nouveau d'organiser un truc où je fais venir les artistes que j'aime et où voilà, il y a 3000 personnes, quoi. C'est déjà formidable. Et c'est aussi dans les années 80 que la musique, ça devient un business, ça s'industrialise. Ouais. Et ça a des impacts sur le festival Élixir. Comment vous êtes obligé de vous adapter à ce nouveau paradigme, en fait ? Il y a 2 choses. D'abord, alors on a eu la chance, c'est que quand en 1980, on a fait venir Murray, il était une superstar. Ça peut paraître bizarre, mais c'était une superstar. Et son premier concert français, c'était à Élixir. Et là, l'agent anglais, son manager, a un coup de cœur pour Élixir. Et donc devient notre contact en Angleterre. Et donc ça a été formidable parce que il nous a
dit, bon, déjà, si vous preniez en Tech Sound, c'est le son anglais, tous les Anglais déjà seront rassurés de venir chez vous parce que ils savent qu'ils auront un bon son, donc on a pris une sono anglaise. Ensuite, il nous a conseillé et recommandé auprès des autres agents anglais, donc on court-circuitait les agents français qui étaient un peu agacés, mais ils n'étaient pas là au début, hein, donc il y a plein d'artistes, je me souviens de Joe Jackson par exemple qui refusait de faire les tournées françaises mais juste passer à Elixir. Donc ce que ça a changé, c'est que oui, le public les premières années, ils connaissaient pas les artistes, donc ils pouvaient pas être déçus. Voilà. Alors qu'après, c'est mais c'est quoi les vedettes? C'est qui? Enfin, ils voulaient toujours plus gros, quoi. Ouais, il y a pas Bob Dylan, il y a pas Neil Young, il y a pas les Stones, on est déçus. Donc il fallait que on augmente la venue des artistes, enfin les cachets des artistes. Donc on a inventé le marketing festival, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ça avant. Donc il y a un garçon qui nous a rejoint qui s'appelle Gérard Lacroix, qui lui a commencé à aller taper les marques pour subvenir à nos besoins. Et donc on s'est retrouvé avec à l'époque c'était autorisé, je peux citer puisqu'elle n'existe plus, on avait Pas le Mal, on avait Nouvelles Frontières, on avait tout un tas de marques Libération, Libération, c'est assez marrant parce que on nous avait dit, voilà, nous on vous donne pas d'argent, mais on vous donne une page de pub, vous trouvez le sponsor que vous voulez, et l'argent vous le gardez, quoi. Ok, mais on a trouvé personne, parce que Libération c'était pas une cible pour les marques, parce que c'était un peu un journal militant, et donc on s'est dit, on la prend pour nous, quoi. Et donc on s'est pris une page de pub dans l'IB, ce qui était génial, parce que ça du coup, ça donnait une espèce d'importance au festival, un festival. Il y avait peu de festivals à l'époque, mais un festival qui a une pleine page dans l'IB, c'était vraiment... Et puis après, l'IB est devenu partenaire vraiment avec des suppléments, tout ça. Mais oui, ce que je dirais, c'est qu'on a d'une part, fait venir des sponsors, voilà, on était les premiers à faire ça. On a dû aussi dépenser plus d'argent pour l'accueil. On a fait des camions spécialisés. Enfin, on a créé les premières toilettes mobiles. On a aussi inventé les bracelets pour contrôler la billetterie. On a été les premiers aussi à faire des pipelines de bière. Tout ça c'était nouveau, hein, et dans un réservoir, j'ai vu de bière dans une citerne de lait, quoi. Les gros camions, c'est impressionnant. Et donc on avait des tuyaux qui desservaient on était le bar le plus long de France, hein. Et vous avez été novateur à plein d'égards. Vous avez été novateur sur la programmation parce que vous sentez aussi qu'il faut ouvrir à ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du monde. Il y a eu Fela qui est venu. Il y a eu Fela, il y a eu Kingston Yadé, il y a eu comment dire, je cherche son nom. Enfin, bref, il y a eu on a ouvert, ça s'appelle pas effectivement World Music, mais c'est vrai. Il y avait aussi du métal, bizarrement. Il y avait Rock Goddess, il y avait on était éclectique. La seule chose qu'on faisait pas, et à tort, mais c'est comme ça, il n'y a pas de français. Ou très très peu. Il y avait quelques Bretons. Chaque fois, il y avait un groupe breton, genre Dan Arbraz, UV Jets. Il n'y a pas TFN qui est venu? Non. Non, Il n'y a aucun groupe français qui est venu. Il y a eu, la première année, il y a eu Paul Person, mais qui chantait en anglais à l'époque. Il avait son groupe qui s'appelait Backstage. Non, et on était très... Bon, faut dire que les Français, on les voyait, alors que les Anglo-Saxons, on les voyait pas. Donc, ils venaient... America, ils ont fait Los Angeles Plomodierne. Les Clash, ils ont fait Londres, Van. Enfin, donc, il n'y avait pas de tournée d'artistes, ces artistes-là. America, Clash, Stranglers, ils tournaient pas. Dépêche Mode, ils tournaient pas. Donc, en tout cas, pas en France. L'originalité de ce festival, c'est non seulement la programmation, mais aussi le fait que ça change d'endroit chaque année. Ça, c'était terrible, parce que les maires qui avaient signé une fois, il y avait même un maire, je me suis appelé en stress, 15 jours avant, il dit non mais genre il allait s'évanouir, j'ai pris une trop grande, on va annuler, on dit mais non, on peut pas, là, c'est trop tard. Donc une fois que comment dire, le festival a été passé, il disait non, c'est bon, là, j'ai donné une fois, pas deux, quoi. Et il y avait des enquêtes, et puis les enquêtes étaient très contre le festival, quoi, qui inventaient des enquêtes de la préfecture, qui disaient que les gens se promenaient nus dans les villes, qu'ils allaient pisser sur les tombes. Enfin, il y avait tout un tas de choses comme ça qui étaient vraiment hostiles. Donc, quand on allait chercher une mairie, il regardait le document et il disait ouais, enfin c'est quand même, alors que tout ça était faux, archi faux. Enfin, mais à l'époque la jeunesse faisait peur. Aujourd'hui tout le monde veut être jeune, mais à l'époque la jeunesse faisait très peur. Donc il fallait chaque année aller avec son bâton de pèlerin chercher des mairies, les convaincre. Et puis les agriculteurs, ils avaient quand même peur. Enfin, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu d'accidents, de culture. On n'a jamais égorgé des poulets. Enfin, si, une fois. C'est vrai. Parce que Fela voulait
avant de monter sur scène, ils voulaient un poulet noir, et qu'on égorge un poulet noir. Et nous, on n'avait pas de poulet noir, et donc on a pris un poulet blanc, on a pris une bombe, on l'a peint, et on a égorgé de son poulet noir. À l'époque, la SPA était moins présente auprès de la jeune génération. Et donc, non mais sinon, voilà, tout s'est bien passé, mais les paysans, ils étaient vachement inquiets. Et donc, la dernière année, vraiment, ça a été en 85, pas l'avant-dernière année, je pense que 2 mois avant le festival, on avait Leonard Cohen, les Clash, Dépêche Mode, je sais plus, bref, une programmation de dingue, et on n'avait pas de lieu. On n'avait pas de lieu. Et les contrats étaient signés et tout ça, c'était... Et vous avez été hyper novateur aussi. C'est vous qui mettez en place les multiscènes. Alors, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Pourquoi vous faites ça? J'en sais rien, mais en fait, on était les premiers, enfin en tout cas en France, je pense que ça existait ailleurs, à mettre 10 artistes dans la même journée, quoi. Ce qui était beaucoup. Ça paraît pas, mais et donc à un moment donné, si vous voulez que les 10 y passent dans la journée, il fallait qu'il y ait 2 scènes. On était les premiers aussi à faire la vidéo. J'allais y venir, parce que pour ça aussi, quand on voit le documentaire qui a été réalisé sur le festival, c'est incroyable, les archives, tout ce que vous avez mis en boîte, en fait, à l'époque. Oui, mais on avait vu Woodstock, puis je te dis encore une fois, je voulais faire de la télé, du spectacle quand j'étais petit, quoi. C'était vraiment, et je me rends compte, je me suis pas rendu compte quand je faisais ça, qu'on faisait de la télé, du spectacle. Mais en fait, quand tu regardes avec du recul, tu dis, bah, tiens, c'est marrant, ça correspond exactement au rêve d'enfant que j'avais, quoi. Et donc, on filmait parce que on devait se dire, enfin, on ne pensait pas faire des archives, d'ailleurs. On diffusait sur un écran. Et donc, c'était et en fait, il y avait des petits reportages entre chaque groupe qui nous permettaient de mettre nos écrans publicitaires. Enfin, c'était pour financer le fait. Il y avait déjà de l'innovation. Ouais, mais l'écran, c'était un drap tendu entre 2 scènes, et puis un projecteur. Et le projecteur, on n'en trouvait pas en France, on devait le chercher en Allemagne, quoi, le projecteur. Voilà. Et donc, on faisait des petits films qu'on montait entre 2 groupes. Enfin, c'était sympa. Vous délocalisez le festival en France, après ? Ouais, alors ça, c'était un truc que je suis pas à l'aise à expliquer, parce que j'en suis pas du tout à l'origine. Pierre Billan, qui était vraiment le patron du festival, mais très, très secret, quoi. Très taiseux de chez taiseux, quoi. Alors que Jean-Paul, qui était son cousin, était alors vraiment... volubile. Et donc... je sais pas pourquoi il a voulu faire ce festival à Toulouse. Enfin, si, je sais, il disait que si on pouvait proposer 2 dates aux artistes, on aurait plus de facilité à les avoir. Mais il ne nous a pas du tout impliqués là-dedans. Et donc, nous, on a appris presque, je dirais par la presse, que Pierre montait un festival à Toulouse. Et il n'avait impliqué personne de l'équipe bretonne. Personne. Donc, il s'est retrouvé avec des gens qu'il ne connaissait pas, et ça a été un échec. En fait, c'est les années noires arrivent un petit peu après, en fait. Oui. 83, alors, nous, on était... on faisait un peu les coqs, parce qu'il avait fait son truc tout seul à Toulouse. On dit, tu vois, regarde, tu nous avais impliqué, ça aurait été un succès. Et c'était la même programmation à Toulouse et à Guéhéno. Et nous, Guéhéno, ça avait été un super succès. Il y avait une programmation, il y avait Simple Minds, il y avait Joe Cocker, il y avait les Undertones. Enfin, il y avait une super programmation, quoi. Et à Toulouse, il s'est retrouvé avec 3000 personnes, une catastrophe, dans un grand parc, sans arbres, avec un service d'ordre, pas du tout accueillant, quoi. Non, ça a été une terrible... mais bon... c'était le début de la fin, c'est vrai. Il y a eu un échec financier, mais bon, justement, Guéhéno a permis de combler les dettes, on va dire. Et puis encore une fois, on était bénévoles, donc c'était vraiment l'argent allait pour les artistes, pour le matériel, voilà. Arrive 85, et là, il y a votre partenaire qui vous dit moi j'ai envie de développer la Grèce, ces nouvelles frontières. Ouais. Et il vous dit on va faire un truc en Grèce. Vous nous montez un truc en Grèce. Alors, en fait, moi j'étais toujours libraire, et avec Gérard Lacroix qui s'occupait des partenariats, on s'est dit mais nous on va monter une boîte, on va vendre nos savoir-faire de communication et de partenariat à tous les festivals du monde. Parce qu'entre temps il y avait quelques festivals qui étaient nés en France, et on dit on va faire de l'événementiel, voilà. Et
Et Gérard, qui donc était l'interlocuteur de Nouvelles Frontières, apprend que Nouvelles Frontières veut faire un grand festival à Athènes pour, célébrer Athènes, capitale européenne de la culture. Là, c'était la première capitale européenne de la culture. Et donc, on trouve ça assez fou. Et on se dit avec Gérard, on va faire le festival sur notre société, parce que pour le coup, c'est nous. Donc, on dit à Pierre, écoute, Pierre n'était pas dans notre société. On dit à Pierre, écoute, tu vas programmer notre festival en Grèce. Et donc, évidemment, il programme des artistes, parce que c'était à une semaine d'intervalle, il programme des artistes communs, notamment les Clash, Depeche Mode, il doit y avoir 2 ou 3 artistes en commun. Voilà. Et arrive le festival en Bretagne, à Guéhéno, Pierre avait oublié de nous dire qu'il avait un contrôle fiscal de 1 million de francs, ce qui était beaucoup. Et il avait mis ça sous une pile en pensant que c'était parce qu'en fait, l'État disait que les bars étaient ouverts pendant les concerts, donc la TVA n'était pas à 5,5 mais à 18, enfin je sais plus. Bref, c'est donc un rappel de TVA sur 3 ans sur les recettes supposées du bar. Et donc, la veille du festival, on a appris que le fisc passait dans tous les points de vente, parce qu'à l'époque, les billets étaient mis en vente chez les disquaires. Et donc, ils allaient chez tous les disquaires, et nous c'était notre recette qui... Et qu'on pouvait pas payer les artistes. On n'a plus d'argent. Vous avez dû changer de nom aussi? Non, ça c'était après. Ouais, c'est la même année. Non, c'est la même année, ouais. Et on a... j'ai réussi à sauver une recette de celle de Rennes, qu'on est allé avant le fisc, on a couru plus vite que le fisc. Mais je me souviens le soir, on est allé dans le camping, il y avait plein de campings sauvages autour essayer de vendre des billets, mais tous ceux qui étaient là avaient déjà leurs billets, quoi. Donc, et c'était vraiment la galère. Et comme notre société devait faire la semaine suivante Athènes, à Nouvelles Frontières, on nous avait comme donné de l'avance. Et on s'était dit, mais si Guéhéno ne se fait pas, les artistes ne viendront pas en Grèce et c'est notre boîte qui coule. Enfin, c'est un peu compliqué, mais... Et donc, on a mis l'argent que Athènes nous avait... Enfin, que Nouvelles Frontières nous avait avancé, on l'a mis pour sauver Guéhéno. Ah. Et donc, on a sauvé Guéhéno. Et la semaine suivante, entre les deux, on est reparti voir monsieur Maillot chez Nouvelles Frontières. Écoutez, vous avez prêté de l'argent, mais... vous devez avancer de l'argent, mais on n'en a plus. Alors, il faut que vous en donniez encore. Lui, il n'avait pas le choix, parce que c'était sa marque. Et lui, il voulait développer des hôtels, il voulait développer en Grèce. Donc, il a allongé, en pensant que ça allait être un gros succès. Et c'était une catastrophe, parce que... il y a eu des émeutes et le ministre de l'Intérieur grec a demandé à ce qu'on ouvre les portes gratuitement. Donc sur les 80 000 personnes, il y en a 40 000 qui sont rentrées gratuitement, quoi. Oui, alors c'est vrai que Pierre avait créé cette structure qui s'appelait Elixir et n'avait pas pris son cousin dans cette structure, qui était à l'initiative du festival. Enfin, tous les deux, ils étaient à l'initiative. Ouais. Donc voilà. Et donc Jean-Paul, il n'a pas du tout aimé ne pas avoir été admis dans cette structure. Et donc il était le président de l'association ancienne Elixir. Donc le nom appartenait... Donc il était propriétaire du nom Elixir. Donc pour embêter son cousin, il a dit, mais tu peux plus utiliser le nom Elixir, ça appartient. Et donc on a été obligé de changer de nom... à l'arrache. À l'arrache. Et donc on l'a rebaptisé Roxane, mais c'était plus pareil, quoi. C'était... le début de la fin. Ouais, c'est carrément la fin, là, parce que si tu veux, déjà, il y a eu le contrôle fiscal. Ensuite, comme on n'avait pas de terrain, 2 mois avant, on a tout ramené ça sur une seule journée. Donc un festival sur une seule journée, c'est plus un festival. Voilà, donc c'était la fin. Il y aura une dernière édition. Alors, donc il y a Athènes, et quand après Athènes, on est ruiné. Et là, la ville de Brest nous dit, mais je sais que vous avez des problèmes financiers, on peut vous aider, on vous donne le stade de Brest et un peu d'argent et faites un festival à Brest. Sauf que là, les gens ne voulaient absolument pas voir ils avaient vu Elixir dans des champs façon... le festival aurait perdu son âme. Oui. Donc, et puis Brest l'été... c'est comme Toulouse. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir 25-30 000 personnes, on s'est retrouvé avec 6 000 personnes. Et là, je me suis dit, plus jamais on fera de festival, quoi. Moi, c'est fini, quoi. Là, j'étais vraiment... dégoûté. Je me suis retrouvé... dégoûté, puis vraiment ruiné. Je me suis retrouvé... On était caution personnelle au Crédit Lyonnais, place Wilson à Brest. Et ils ont été convoqués. Il y avait une lettre... voici la caution que vous avez signée, monsieur Pont. Voici le crédit qu'on vous propose pour rembourser votre dette, quoi. Et vous l'avez remboursé pendant 10 ans. Ouais. Et on était 4, on a remboursé pendant 10 ans. Non, mais après... J'ai aucune douleur et aucune aigreur par rapport à ça. Mais je m'étais dit, voilà, c'est trop kamikaze, quoi, de risquer sa vie sur 2 jours. Et dans cette aventure,
Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? C'est un événement, un artiste, complètement autre chose? Après, oui, moi j'étais quand même content d'avoir réussi à imposer Leonard Cohen à mes camarades. Après, j'ai des souvenirs assez... en fait, j'ai plus de souvenirs en regardant les vidéos que de souvenirs personnels, parce qu'on était dans... Non, moi, ce qui m'a plu, c'était de l'aventure. C'était vraiment de donner du plaisir. Enfin, c'était jouissif, quand même. En plus, on était devenus les kings localement, quoi. C'est-à-dire qu'on était les mecs d'Élixir, donc ça donnait une certaine... prestance, c'était une reconnaissance, enfin voilà, alors, mais voilà, non, c'était vraiment sympa Après, moi, j'étais responsable de la communication, donc aussi j'allais à France Inter, j'allais à Europe 1, enfin je découvrais aussi tout ce monde-là qui m'attirait. Depuis petit. Voilà, donc je me souviens la première fois que je suis allé à Télérama, j'ai vu ça, Télérama, quoi, je pensais moi... Grosse rédaction. Ouais, je sais pas, ça a dû changer, mais c'était ce petit endroit miteux. Enfin, c'est pas du tout l'image que je me faisais du journal, quoi. Mais pareil, je me souviens d'arriver à Europe 1, ou à France Inter, d'arriver chez José Arthur. Enfin, oui, j'aimais ça. Et tes parents, ils étaient fiers de ça? Alors, mes parents, la première année, vraiment, ils flippaient, quoi. Ils pensaient qu'on allait se droguer, qu'on allait finir en prison, tout ça. Ils sont quand même venus donner des coups de main au sandwich, voilà, et donc ça c'était... mon père et ma mère faisaient des sandwichs à Villac. Après, je crois qu'ils se rendaient pas compte, c'était pas... c'est beaucoup plus aujourd'hui, parce que tout le monde leur dit « Ah, mais on allait à Élixir, ah, mais c'est votre fils qui faisait Élixir, bah ouais, mon fils y allait. » Enfin bon, bref, c'était... Elle a plus conscience mais non, à l'époque, elle devait trouver que c'était inutile de faire ça, quoi. Il en reste quoi aujourd'hui de cette aventure? Je veux dire, vous voyez toujours avec certains? Non, parce qu'on a commencé en même temps que le festival Paléo en Suisse, à Nyon. Eux, ils sont restés très soudés, et donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est le plus gros festival européen, et super bien organisé. Nous, si on avait été moins idiots, on serait tous les 4, 5, et notre festival s'appellerait les Vieilles Charrues. Enfin, en tout cas, ça serait l'équivalent. On serait là. Donc, qu'est-ce qu'il en reste? Déjà, de l'expérience. Quand j'ai fait ce bouquin et le film, vraiment, tout le monde était hostile à cette idée-là. Enfin, vraiment, mais non, tout le monde se détestait, en fait. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte eux-mêmes de ce qu'ils avaient fait, en voyant les images, en voyant tout ça. Et aujourd'hui, je crois oui, je crois vraiment que tout le monde est très heureux et content qu'il y ait ce témoignage, parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils vont dans les festivals comme ils vont au supermarché. Ils se rendent pas compte que ça a été pas facile d'avoir des artistes. Il y avait pas, si on voulait avoir Leonard Cohen, on faisait pas Leonard Cohen contact sur Google. Hein, il fallait avoir la confiance des gens. Bref, et aujourd'hui, tous les ministres de la culture veulent se faire photographier dans les festivals. Ça a changé, donc il reste ça. Moi, j'aime toujours l'idée de monter un village pour 5 jours. Je sais pas pourquoi, c'est passionnant de mettre autant d'énergie, autant de passion, de rigueur pour un truc qui 5 jours plus tard est démonté, quoi. Ça, c'est très bizarre, mais c'est jouissif. Ouais, il reste ça, en fait, et puis des images, du son, enfin, c'est génial, quoi, d'entendre. Je me dis, c'est incroyable que 40 ans après, on ait un aussi bon son et ouais, il reste tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire, ce livre? D'abord, des 3, je vais dire des 5 que nous étions au départ, il y en a un qui est mort. Et ça, je me suis dit quand même, c'était dommage de ne pas lui rendre hommage, même si on n'était pas très amis. C'était un paysan, moi j'étais un urbain. Le film lui est dédié d'ailleurs. Oui, parce que je lui dois beaucoup. Enfin, ils m'ont choisi, donc j'ai eu de la chance de les rencontrer, mais on n'était pas potes. On n'était pas pareils. Moi, je suis un bavard, lui, c'est un taiseux. Jean-Paul, voilà, il était pas toujours là, quoi. Et oui, donc j'ai voulu lui rendre hommage. Ensuite, comme je disais, aujourd'hui, il y a des festivals partout. Les gens sont... Alors, je dis que c'est le premier grand festival. Ce qu'il faut retenir, c'est le mot grand. Parce qu'il y avait eu plein de petits festivals. Même en Bretagne, il y avait eu des tentatives de Carthage, à Plonéro-Lanverne. Il y avait eu des tentatives, mais qui ne duraient jamais, quoi. Parce que nous, on a duré presque 10 ans, avec 30 000 personnes, avec des chants. Enfin, on était vraiment le modèle des festivals d'aujourd'hui. On a créé le modèle en France, parce qu'évidemment, on s'inspirait de Woodstock, de l'Angleterre, etc.
Mais en France, on a été le premier à réussir de faire un festival plus d'une année. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer d'expliquer aux gamins, j'espère qu'ils le liront, ou qui regarderont le film, que ça n'a pas toujours été comme ça. Et deuxièmement, il y a aussi tous ces gens si tu multiplies 30 000 par 8, ça fait un certain nombre de personnes qui avaient un peu zappé cette période de leur vie, et puis d'un coup se disent « Ah, super !» Et je découvre aussi que ceux qui ont vu le film, ou ceux qui ont lu le livre et qui ne connaissaient pas l'histoire, sont assez impressionnés. Et donc, voilà, ça me fait plaisir aussi, quoi. On le sera moins, quand même. Non, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte du tout qu'on faisait des choses, entre guillemets, exceptionnelles. Mais voilà, donc ça fait toujours plaisir que, ah, mais c'est dingue, vous avez fait ça, mais c'est incroyable. Bon, merde, notre petit ego est satisfait. C'est devenu un mythe. Pas complètement, mais en tout cas, c'est vrai que pendant presque 40 ans, plus personne ne savait que ce festival avait existé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens... moi, par exemple, ça m'a fait vachement plaisir quand la chaîne parlementaire a acheté le film. Je lui dis, tiens, c'est dingue. Ça fait partie du patrimoine, pourquoi la chaîne parlementaire, c'est pas l'endroit après... Et ça cartonné à l'échelle de la chaîne parlementaire. Mais voilà, puis c'est assez... parce que maintenant on peut voir vraiment qui sont les gens qui regardent sur YouTube, pas individuellement, mais les pays. Enfin, c'est marrant, c'est vu aux États-Unis, c'est vu. Voilà, c'est drôle de voir tous les pays qui regardent ça, à quelle fréquence. Enfin, non, c'est chouette. L'aventure s'arrête, tu fais quoi? Moi j'avais dit plus jamais. Donc, tu dans le marketing, c'est ça? Alors non, j'avais à la librairie, un auteur qui s'appelait Michel Lebrise est venu signer son livre. Il était directeur de France 3 Bretagne. Et je lui dis, mais moi, j'aimerais faire de la télévision. Alors que c'est quand même incroyable. Et il dit, ok, tu viens, tu commences lundi. Je dis, attends, non, là, il faut que je quitte la librairie quand même. Et un mois plus tard, j'avais quitté la librairie et je rentrais à France 3. Et c'est pendant 2 ans, c'était génial, quoi. J'avais été quand même pendant 7 ans dans mes 1000 mètres carrés de librairie. Là, d'un coup, je voyais la nature, je faisais des reportages. C'était vraiment génial. Puis j'avais une émission quotidienne. J'arrivais à 11h30, on me maquillait, c'était en public, on nous applaudissait. À 13h, c'était fini, on nous démaquillait. Bon, c'était cool comme vie, là. C'était vraiment... j'avais pendant 7 ans, j'avais porté des caisses de livres, j'avais été jouer à la marchande. Bon, là, tout d'un coup, j'étais... vraiment, je découvrais ce métier de la télé, quoi. C'était super, à la fois le fabriquer, interviewer, faire des reportages. Ouais, c'était génial. Ça répondait un peu à ton rêve de gosse de devenir journaliste. Absolument, ouais. Je me souviens, parce que j'étais rien, hein, donc il y avait moi j'étais pas pro, quoi. J'étais allé voir le patron de Françoise, je veux faire une série sur les Bretons de New York. Putain, je l'avais vendu, quoi. C'était génial. Je me retrouvais à New York avec une équipe, c'était chouette. Et je suis tombé sur un curé breton, un clodo breton, un mec qui avait réussi, mais alors dans les perruques, il était le perruquier de Tina Turner. Bref, donc voilà, non, ça c'était vraiment... Mais après, je me suis rendu compte que d'abord, je n'ai pas de talent à la télé, je parle vite, et donc j'ai décidé de quitter. Et comme j'avais été libraire, j'ai postulé au Seuil, chez Gallimard. Je me voyais déjà Boulevard Saint-Germain tutoyant Philippe Solers, quoi. Et en fait, il y a Hachette qui m'a embauché. Et ils m'ont dit, non, mais vous, à la Levallois-Perret, vous occupez des relayages. Ah merde, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, écoute, finalement, je rentre à Rennes et je reprends France 3 parce que j'ai pas été viré de France 3, je pouvais continuer. Elle m'a dit, trop tard, j'ai largué l'appartement. Et donc... voilà, je me suis retrouvé à Paris, chez Relais H. Et alors, c'était dingue, parce que donc en juin, j'étais à la télé, applaudi par les spectateurs. Et en septembre, j'étais Gare Saint-Lazare, 2e sous-sol, à vendre des journaux, quoi. Ah ouais. Et oui, alors surtout que Gare Saint-Lazare, les banlieusards, ça arrive par milliers, quoi. C'est une fourmilière. C'est un courant, c'est une rivière. Et ils balançaient les 5 francs ce Libé était à 5 francs. C'était apprentissage à la chinoise, hein. Et ouais, non, c'était intéressant. Et pendant 5 ans, après, bon, ça c'était les 2 mois d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un point de vente de presse? J'ai su. Et après, je suis devenu responsable de la communication des Relais H, c'était sympa. Et là, j'ai eu de la chance. J'ai retrouvé Gérard Lacroix dans une rue
de Levallois-Perret, et qui avait monté une boîte qui s'appelait Morgan Promotion, et il faisait des animations dans les centres commerciaux. Et donc, il faisait les personnages Astérix dans les centres commerciaux, et il allait avec De Chavannes ou Rick Azaray chez Lévitan, enfin bon, bref, des trucs comme ça. Et il m'a dit, mais arrête de Relais H, viens avec moi. Donc j'ai quitté Relais H pour le rejoindre. Et là, l'idée de faire de la télévision? Non, pas du tout. Non, pour moi, c'était abandonné. Voilà, c'était abandonné. J'avais été 5 ans chez Relais H, donc chez Relais H, j'étais un numéro. Voilà, donc je me disais c'était quand même mieux d'être à 2 avec Gérard que d'être dans une boîte de 3000 mecs. Bon, voilà. Et même si j'étais très heureux chez Relais H, mais en plus surtout j'avais un salaire très régulier. Là, je rejoignais Gérard, c'est parce qu'on était 2. Ouais, c'est l'aventure. Et le hasard fait que je me souviens, on faisait une foire alimentaire au centre commercial Gare Nord. Alors, je sais pas si c'est une foire alimentaire. Et donc avec les comment dire, les vendeurs de saucissons ou de fromage. Là, monsieur Pan, je comprends pas. La dernière fois, j'étais près de l'atelier mécanique, de l'escalier mécanique. Bon, bref. Et là, il y a un mec qui m'appelle et qui me dit ouais, voilà, je vais monter une chaîne de télévision qui va s'appeler la 7 Arte. Tu te souviens de moi? On a travaillé ensemble à France 3 à Bretagne, et je voudrais que tu viennes avec moi. Je dis bah non, là je suis à la foire alimentaire, excuse-moi, je suis entre les saucissons et les fromages, et je raccroche, parce que c'était le téléphone fixe. Et Gérard Lacroix me dit c'est qui? J'étais un pote que j'ai connu à France 3 qui voulait que je refasse de la télé. Et il me dit bah rappelle-le, on va en faire de la télé. Et je l'ai rappelé, et on s'est retrouvés au bureau de la 7 Arte, et donc la 7 Arte était diffusée tous les samedis sur France 3. C'était le test pour savoir si ça marche. C'était bizarre, hein, mais... Et donc j'ai retrouvé ce mec et il m'a dit bon, tu veux faire quoi? Alors, je dis j'en sais rien, moi. Il m'a dit écoute, fais-moi un conducteur pour le samedi après-midi. Alors j'ai fait un conducteur que j'ai gardé. Il dit bon bah ouais, non, mais là tu veux faire quoi? Je dis bah ça. Il dit écoute, non, ça va ton expérience, tu vas juste faire ça. Et je me suis retrouvé donc à faire une émission hebdomadaire de 26 minutes. C'était tout en faisant les foires alimentaires, les personnages Astérix, les Pères Noël au Galerie Lafayette. Et donc on a commencé comme ça sur la 7 Arte. Et donc je faisais toutes les semaines, je faisais mon 26 minutes. Et la nana qui travaillait avec ce mec m'a dit il faudrait que tu en fasses plus, quoi. Et là j'ai fait une bêtise. J'ai appelé un mec en lui disant tu vas le faire à ma place, mais on va dire que c'est moi. Et donc il a fait son 26 minutes et ça n'allait pas, et donc la nana me dit mais qu'est-ce que tu as fait, Gérard? T'es fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. J'ai dit non mais j'étais un peu fatigué, je vais le refaire. Et le gars en question appelle cette nana, dit oui, je suis sûr que Gérard Pan vous a dit que c'était lui qui a fait le film, alors que c'est moi. Alors elle me rappelle en disant tu connais ce garçon, c'est ton copain? Je dis je le connais, oui. Bon écoute, ça sera plus ton ami, hein, et maintenant quand tu auras des problèmes, tu me le dis, et je vais t'aider à trouver des gens qui peuvent travailler avec toi. Voilà. Et donc du coup, je passais de pseudo-réalisateur à producteur, puisque les demandes devenaient de plus en plus fortes, et voilà. Et là, on a commencé à faire des soirées thématiques. Je sais pas si vous savez, ça, Arte faisait des soirées thématiques. Ouais, voilà, les soirées théma. Voilà, les soirées théma. Et donc voilà, et puis petit à petit, on a abandonné les foires alimentaires, on a abandonné les Pères Noël, on a abandonné les personnages Astérix, et on a fait plus que de la télé, et voilà. Et donc la boîte a grandi, et un jour j'ai vu arriver Jean-Louis Foulquier. J'allais y venir sur tu vas produire Pollen. Et donc on a fait Captain Café, qui était l'adaptation de Pollen, et j'ai fait les premières... La version de Pollen qui était une émission de France Inter en radio. Voilà. Donc là, qui accueillait les jeunes... et donc c'était formidable parce qu'il y avait des stars qui venaient, mais aussi j'ai fait la première télévision de M, la première télévision de la Grande Sophie, la première télévision de Doc Génico, on avait plein les têtes raides. Et un jour, tu vas revenir à l'organisation de festivals. Un jour, il me dit, écoute, moi ça fait 20 ans que je fais les Franco, j'en ai un peu marre, je suis fatigué, est-ce que tu veux pas me succéder? Il devait y avoir des milliers de prétendants, pourquoi toi? Comment tu l'as accueilli, la nouvelle? Tu t'y attendais? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, les festivals, les gens qu'il avait créés ne quittaient jamais, sauf quand ils mouraient. Mais non, mais pas du tout. Et on a dit oui, j'étais avec Gérard, on a dit oui tout de suite, mais même pas, ça n'a même pas réfléchi. Puis après, on a réfléchi, mais là, sur le coup... non, c'était comme le vélo qu'on avait abandonné quelques années plus tôt, on le retrouvait, et... Non, on était très heureux. Comment tu l'expliques, ce choix? C'est intéressant. Est-ce qu'au fond, vous n'aviez pas, avec Gérard Lacroix, un truc d'humain qu'il avait, lui? C'est peut-être les valeurs qui vous rapprochaient. Il ne savait pas pour Elixir, lui, hein. Il connaissait pas l'histoire. Non, il connaissait pas l'histoire. Alors,
au départ, il cherchait, il avait essayé de trouver des grosses entreprises pour avoir de l'argent, en fait. Oui, parce que le festival allait moyennement bien. Ouais, et donc je me souviens, je peux le citer, il avait contacté Geneviève Létu, je sais pas si ça existe toujours, c'est découvert. Ouais. Ouais, je sais pas s'ils ont leur siège à La Rochelle ou pas, mais je sais que... Voilà. Et puis après, il s'est dit, non, mais ça, c'est pas une bonne idée Et voilà, on s'entendait bien, et il a été formidable, parce que la première année où on a repris les Francopholies, moi j'étais quand même très angoissé de savoir si j'allais le faire, et puis surtout les gens, on était des producteurs de télé, donc tout le monde, on avait l'impression que c'est la Star Academy qui rachetait les Francopholies, quoi. Donc c'était pas du tout agréable, les gens disaient oui, c'est la télé qui rachète, c'est la télé qui rachète. Sans connaître ton parcours. Mais personne ne me connaissait, donc à un moment, le dernier jour, j'ai chialé tout ce que je pouvais de larmes, tellement on avait réussi ce pari qui était donné battu, perdant par les journalistes. C'était, je me souviens, les artistes étaient durs, quoi. Foulquier a été formidable, quoi. Il m'a tenu la main, il a été vraiment présent, plus qu'un père, quoi. C'était génial, vraiment génial. Il était pourtant on s'engueulait, hein. Mais non, c'était vraiment, quelle chance j'ai eu que ce mec me propose ça. Ça a vraiment changé ma vie. Et pour mettre ta patte quand tu passes derrière un Jean-Louis Foulquier, c'est dur. Est-ce que tu arrives à oser, parce que c'est quand même un monstre et ça doit être très impressionnant, et comment tu arrives à te défaire aussi avec le temps de ce charisme-là et à imposer ta patte? Ouais, je veux dire qu'aujourd'hui ça commence à... J'ai mis beaucoup de temps parce que les gens comparaient toujours, enfin, donc c'était mieux, Jean-Louis Foulquier revient, oui, les gens... Même si c'était pareil, les gens préféraient avant. C'était comme ça, c'était... Non, j'ai réussi parce que d'abord j'ai gardé totalement ce qui faisait la chanson française, la chanson francophone, donc, et j'ai toujours aussi veillé je me sens responsable de ce qu'il m'a donné, donc à garder ce projet tel qu'il avait imaginé. Après, j'ai apporté mes choses. J'ai créé les classes chansons pour les enfants. J'ai créé Franco Éduc. Enfin, on a vraiment été là où il y avait encore de l'espace de libre. On a créé les folies littéraires, les Franco Stories. On a vraiment aussi le chantier existait. Mais on l'a vraiment complètement remodifié. Je suis vraiment heureux de voir tous les artistes qui sont passés par cette école du spectacle, parce que moi je pensais que les artistes, c'était inné en fait. Non, c'est inné bien entendu le talent, hein, mais il faut le travailler en fait. Et donc les Juliette Armanet, Big Flo et Oli, Thérapie Taxi, Christine and the Queen, Cali, je peux en citer plein. J'étais très 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 heureux. Pomme, Aloïs Sauvage, Oshi, L'Homme Pâle. Donc on a bâti des histoires avec ces artistes-là. Après, le festival a évolué, mais parce que la vie a évolué. Donc, ça fait 2 fois que tu parles de la jeunesse, une fois par rapport à la transmission au travers du livre que tu as rédigé sur le festival. Et là, par rapport à ce que tu as apporté au Franco, c'est important pour toi la transmission et la jeunesse, la génial. musique. Non, mais la jeunesse c'est génial. Enfin, moi je suis entouré de gamins, et ça m'aide à rester jeune, enfin, entre guillemets. Ça m'oblige à... Il y a un an, je ne savais pas qui était Tiakola, Jaja et Dinas, Gazo, enfin... Donc ça m'oblige à aller chercher et puis aussi, par exemple, sur l'écologie. Moi, j'étais vraiment un vieux ringard, élevé dans les années 60-70. Acheter, c'était réussir. Enfin, aujourd'hui, cette jeunesse m'apprend à me comporter mieux. Enfin, non, je trouve que c'est une chance inouïe d'être entouré de jeunes et qui à la fois me respectent mais me contredisent aussi. C'est vraiment on construit parce que j'ai pas de problème à ce qu'on me dise t'as tort. C'est du partage. Du partage, ouais. Donc et puis je sais que j'ai pas toujours raison, et c'est non, c'est super. Vraiment, je trouve que j'ai une équipe. C'est sans doute la chose la mieux que j'ai réussi. Et en juillet dernier, parmi les spectateurs des Franco, il y a eu une soirée où il y a eu des très très jeunes qui sont venus au festival. Ça faisait longtemps finalement. C'était une fierté pour toi de les voir venir si jeunes. Je suis très heureux parce que les festivals, il faut pas qu'ils meurent, quoi. Donc, et nous, on est en plus sur
une ligne éditoriale qui est française. Donc évidemment, quand Billie Eilish ou quand Imagine Dragons ou ça ou viennent, c'est un événement. Nous, M, on le connaît, quoi. Donc il faut réussir à être novateur, et deux, attirer le jeune public. Alors évidemment, il y a des gens qui râlent, moi je suis très heureux. Je trouve que justement, cette année, le festival était le festival dans son temps, et probablement que ces artistes qui sont passés chez nous cette année, on va le voir l'année prochaine, c'est pas modeste ce que je dis, mais c'est pas moi qui fais la programmation, on va le voir dans tous les autres festivals l'an prochain. Ça, je trouve que on est en tout cas, et aujourd'hui, tous les festivals programment de la chanson. Moi, quand j'ai repris les Franco, c'était ringard, la chanson française. Aujourd'hui, tous les festivals programment du français. Et souvent des Français qui sont nés qui seraient nés sans nous, mais en l'occurrence, ils sont nés chez nous, quoi. Donc, non, je trouve que le festival est vraiment dans son temps, et évidemment, ça fait râler les soixantenaires, qui disent, mais oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas machin, qu'il n'y a pas truc, qu'il n'y a pas... Oui, mais là, il y a 15 000 gamins qui sont heureux, et comme vous l'étiez quand vous alliez voir Michel Sardou. Les anciens ont aussi pour leur festival, puisqu'il y a d'autres. Il n'y a pas que le port. Il y a 12 salles, et c'est vrai que moi, je suis très heureux aujourd'hui, justement, quand on fait des artistes comme Orelsan, L'Homme Pâle, je parle pas de ses problèmes, etc., on touche un jeune public qui nous permet aujourd'hui de ne pas être ringard, même si on programme Sheila ou Hervé Villard, quoi. Et je trouve que le festival est tellement fort qu'aujourd'hui, les gens comprennent. Les gens disent, non seulement les artistes sont contents de venir parce qu'ils sont eux aussi légitimés, mais ça pose aucun problème. Il y a des festivals, si dans leur programmation ils mettaient tel ou tel artiste, ça serait ringard. Nous, ça c'est cohérent. Quoi. Adamo et Orelsan, c'est compatible, quoi. On reste dans la lignée de ce que faisait Jean-Louis Foulquier, ouais, absolument. Mais en 2023, du coup. Absolument, c'était le premier à programmer du rap, les IAM, les NTM, ils étaient vachement contents. Diams, moi j'ai vu Diams avec des cheveux noirs et adolescente, quoi. Donc non, là il était même beaucoup plus audacieux que moi. Gérard, est-ce qu'on peut conclure avec un jeu de questions-réponses un peu rapide ? Vas-y, je vais essayer. Si tu avais Jean-Louis Foulquier à côté de toi, tu lui dirais quoi ? Tu aurais envie de lui dire quoi ? Merci. Comment tu te projettes aujourd'hui ? Il y a quelque chose que tu n'as pas fait et que tu aimerais faire ? Que ce soit professionnellement ou à titre personnel ? Plein de choses. Déjà, voyager, prendre du temps. J'ai envie de faire des films. J'ai envie j'ai envie de faire, d'avoir un lieu. J'ai envie de faire des petits concerts folk. J'ai plein d'envies. J'ai envie d'aller faire la route de la soie avec mon minivan. Si on peut venir. Non, mais je veux dire, j'ai plein de projets, mais les Francopholies ont été quand même 20 ans de ma vie extrêmement forts, quoi. Quel regard tu portes sur toi et sur ton parcours ? Ça, je déteste ce regard. Non, je suis très très gêné quand les gens s'émerveillent. Ce que je regarde, c'est surtout la chance que j'ai eue de vivre mes rêves d'enfant, alors que j'étais pas du tout prédestiné à les vivre. Ça, c'est quand même génial. Mais après, j'ai autant d'admiration pour mon père maçon que pour le métier que je fais. Moi, c'était juste mon rêve. Alors que je suis né sur un champ de patates aussi, quoi. Le jour où les Clash sont venus chez nous, l'histoire du festival Elixir de Gérard Pont et Olivier Pollard dispo dans toutes les bonnes librairies. Un épisode à redécouvrir en podcast sur toutes les plateformes et sur lagrandplage.fr.